Par un matin lumineux, un garçon de 16 ans nommé Haji est allongé sous un arbre et écoute sa musique préférée jusqu'à ce qu'une feuille tombe sur sa tête. Quand il ouvre les yeux, il remarque un chat debout sur une branche, mais il constate qu'il apprécie son temps là-haut et ne semble pas effrayé, alors il se lève et descend la colline. Tout le chemin du retour, Ji pensait à sa vie et au fait qu'il est une personne ordinaire, complètement misérable, solitaire et un échec dans les relations amoureuses, menant une vie très stéréotypée. Et quand il se tenait sur le trottoir, attendant le feu de signalisation, il y avait des enfants du même âge qui jouaient ensemble et ils se poursuivaient sans cesse jusqu'à ce que l'un d'eux manque de courir dans la rue, mais Chi l'a rattrapé juste à temps et a continué son chemin, agacé. Quand Jay est rentré chez lui, il a commencé à préparer la nourriture qu'il avait achetée au marché et à pratiquer son talent préféré, la cuisine. Il est célèbre dans sa famille pour ses plats délicieux et il est le roi des ramen. Mais après avoir fini de cuisiner les ramen, il a été surpris par l'apparition d'une fille d'une autre dimension au milieu de sa cuisine. Le bol de ramen lui est tombé des mains sous le choc et quand elle l'a réalisé, elle a rapetissé et s'est précipitée vers le bol avant qu'il ne touche le sol, l'a attrapé et a mangé tous les ramen, exprimant son admiration pour sa cuisine. Quand Jaya est surpris qu'elle puisse parler, elle se tourne vers lui et lui dit que son nom est Dora. Sa réaction est de la saisir et de la jeter hors de sa maison. Il essaie de se convaincre qu'il hallucine, mais elle revient et s'assied près de la vaisselle. Alors il la saisit et la jette à nouveau par la fenêtre. Quand il lui a demandé ce qu'elle était, elle lui a dit qu'elle était un esprit invoqué, puis lui a dit que le bol de ramen n'avait rempli qu'un tiers de son estomac et qu'elle avait besoin de plus de pouvoir. Alors elle a utilisé son pouvoir et a ouvert son réfrigérateur et a avalé toute la nourriture qu'il contenait. Guy a essayé de se débarrasser d'elle, l'a jetée dans sa salle de bain et l'a noyée dans les égouts, mais en vain. Alors G a abandonné et a commencé à lui demander qui elle était et pourquoi elle était chez lui. Elle lui a dit qu'elle était un esprit invoqué vieux de 3 millions d'années et lui a raconté que les gens utilisaient des offrandes de nourriture et des rituels pour invoquer les esprits et que c'était lui qui l'avait réveillé de son sommeil et l'avait fait venir à lui grâce à sa délicieuse cuisine. Réalisant que la légende des invocateurs qui ont le pouvoir d'invoquer les esprits, la poussière et les étoiles est vraie, Jig s'est habillé et a quitté la maison lui disant qu'il était en retard pour les cours. En chemin, il réfléchissait et s'interrogeait sur ce qui s'était passé et il ne voulait s'impliquer dans rien. Il avait faim en roulant à vélo et espérait trouver Dora partie en rentrant chez lui, mais il fut surpris de la trouver assise au feu de signalisation. Il a pédalé aussi vite qu'il a pu pour l'éviter, mais elle a volé au-dessus de lui a attrapé les cheveux et lui a dit qu'elle était une déesse qui pouvait lui accorder tous ses vœux et lui donner tout ce qu'il voulait, et l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il réussisse à lui échapper dans une rue latérale. Après que G soit arrivé à son école, il s'est assis en classe et était distrait tout le temps, jusqu'à ce qu'il soit surpris par Dora à la fenêtre. Il a fermé le rideau, mais elle lui est apparue à travers la table et lui a demandé de ne pas essayer de l'éviter et de signer un contrat avec elle. Mais il s'est senti en colère et s'est levé de sa chaise, et ses camarades de classe l'ont regardé étrangement et se sont moqués de lui. Dora a profité du fait que personne ne pouvait la voir sauf lui et a continué à le distraire pendant tout le cours. Après un moment, il l'a trouvé endormi sur la tête du professeur. Il s'est faufilé hors de la salle de classe et a décidé d'aller ailleurs. À ce moment-là, il y avait une fille avec une enveloppe à la main. Quand elle a vu Jai devant elle, elle est apparue de derrière un arbre et lui a demandé d'accepter sa lettre. Dora avait sauté dans son sac sans qu'il ne le remarque et quand Jai était sur le point de prendre la lettre de la fille, elle lui a dit que c'était peut-être une lettre d'amour. Il s'est mis en colère quand il a réalisé qu'elle était près d'eux et a jeté son sac par terre en lui criant de s'éloigner de lui. La fille a cru qu'il lui disait ça et s'est enfuie en pleurant et Ji s'est senti provoqué par Dora. Le soir, Ji est monté sur la colline et Dora était allongée sous un arbre. G s'est approché d'elle avec un énorme sac de diverses sortes de nourriture et le lui a jeté puis a pris des bâtons d'encens et a essayé de la supplier de sortir de sa vie. Dora s'est sentie triste et s'est transformée en sa forme complète et lui a dit que s'il l'abandonnait sans signer de contrat entre eux, elle serait condamnée à errer seule dans le monde jusqu'à ce qu'elle disparaisse et lui a demandé de faire une promenade ensemble comme son dernier souhait avant qu'elle ne parte. G a ressenti des émotions contradictoires mais a accepté d'exaucer sa demande. Dora lui a pris la main et lui a dit qu'elle voulait lui montrer le monde à travers ses yeux et lui a donné un peu de son pouvoir pour qu'il commence à voir les gens et les choses autour d'eux différemment. Dora lui a dit que tout le monde a la capacité d'invoquer mais qu'ils ne comprennent pas vraiment le monde et ne peuvent pas le ressentir. Et que les quelques personnes qui ont la capacité de ressentir et d'interagir avec le monde de tout leur être sont appelées invocateurs et qu'il en fait partie. Puis elle s'est approchée de lui et lui a dit que les invocateurs peuvent faire beaucoup de choses miraculeuses et lui a pris la main et a émis un pouvoir magique qui a rendu sa main plus grande et il a pu l'étendre très loin jusqu'à ce qu'il attrape l'arbre et le déracine. Dora lui a dit que les invocateurs ont le pouvoir de détruire le monde ou de le sauver, et qu'il pourra découvrir qui il est au cours de son voyage, quel que soit le chemin qu'il choisira, puis lui a proposé d'explorer le nouveau monde avec elle. Quand elle lui a pris la main, il a été surpris par l'apparition d'une grande énergie à travers leurs mains, et puis un halo d'énergie magique s'est formé autour d'eux, jusqu'à ce que tout disparaisse après quelques secondes. Et Dora est revenue au corps de l'enfant, se sentant heureuse, et lui a dit qu'elle avait réussi à le piéger et à lui faire signer un contrat avec elle qui l'empêchait de se débarrasser d'elle définitivement. Dora a grimpé sur son dos et a déployé ses ailes, puis s'est accrochée à lui fermement alors qu'il survolait la ville. Mais soudain, elle lui a dit que le mode de vol drainait beaucoup d'énergie et qu'elle avait faim maintenant, et l'atterrissage a commencé brusquement. Le soir, Dora était assise à côté de G dans sa chambre, pansant ses blessures après la terrible chute d'une grande hauteur à cause d'elle. Et elle a aussi utilisé des bandages pour ses blessures, et elle a été surprise que l'électricité de la maison soit coupée, et il lui a dit qu'il avait oublié de payer la facture.
Dora lui a pris la main et a invoqué le pouvoir du feu de sa paume, et une petite boule de lumière s'est répandue sur le plafond et lui a dit que c'était la lumière des lucioles et qu'elle avait aussi le pouvoir de guérir les blessures et que leurs blessures auraient disparu le lendemain matin. Elle lui a dit que cela lui prendrait 3 jours pour en parler et elle a commencé à se souvenir du passé, des conflits, des guerres et de son éducation jusqu'à ce qu'elle panique, perde connaissance et tombe dans un profond sommeil. Le lendemain, Ji et Dora sont assis sur le terrain de sport de l'école et Ji lui dit que ses vêtements ne conviennent pas à l'endroit où il se trouve. Elle lui dit que les gens normaux ne peuvent pas la voir, puis Ji est surpris de voir sa photo aux informations, volant au-dessus de la ville la nuit dernière et des nouvelles sur l'arbre qu'il a déraciné à cause de Dora. Ji était confus et a préféré rester caché un moment pour que les gens l'oublient douane, mais Dora fut surprise par l'apparition d'une plante comestible à côté d'elle et la plante essaya de la manger tandis que Ji était occupé avec son téléphone et sa musique. Et quand il se retourna, il découvrit que la plante avait avalé Dora à l'intérieur et la poursuivait autour de l'école. Dora n'arrêtait pas de demander à G de l'aider à sortir de la plante. Il lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas utiliser son pouvoir pour sortir, et elle lui a dit qu'elle ne pouvait rien faire si elle était à une certaine distance de lui, c'est pourquoi elle était si proche de lui et l'ennuyait tout le temps. Quand G s'est approché de la plante rapide, il a essayé de sauter dessus d'en haut, mais la plante lui a jeté des feuilles aux yeux et l'a distrait, et G est tombé contre le mur. Mais il s'est relevé pour chasser la plante. Et en chemin, un grand homme est apparu devant lui et lui a dit qu'il était la fille qu'il avait rejetée hier quand elle avait essayé d'exprimer ses sentiments pour lui. Puis l'homme a apporté une pile de pierres et les a placées devant sa sœur. Puis la fille a brisé les pierres d'un seul coup et les gens se sont rassemblés autour d'elle et l'ont applaudi et encouragée. Puis son frère lui a dit qu'il avait maintenant une dernière chance d'accepter son amour et lui a proposé de rejoindre le club d'arts martiaux. Pendant ce temps, j'ai essayé de se concentrer pour trouver Dora et la plante grâce à son pouvoir et s'est dirigé vers elle quand il l'a trouvée, ignorant à nouveau les sentiments de la fille et les paroles de son frère. Dora lui a dit que le pouvoir de l'esprit invoqué diminue à mesure qu'il s'éloigne de l'invocateur et qu'il perdrait le lien télépathique entre eux s'il ne la sauvait pas. Mais il fut surpris par la présence d'un jeune garçon qui parlait à Dora. Il fut étonné de le voir lui parler, lui disant qu'il savait tout de lui, qu'il était une personne extraordinaire, tout comme lui, et lui proposant de rejoindre la société de recherche paranormale humaine. Il remarqua une plante marchant derrière lui, alors il se précipita, l'attrapa et la plaqua au sol, mais réalisa que ce n'était qu'une fille et que la plante l'avait dupé. Dora lui a demandé de se dépêcher de la trouver car ses pouvoirs étaient sur le point de s'épuiser. Alors G a essayé de se concentrer et d'écouter leur télépathie jusqu'à ce qu'il puisse la localiser, et quand il est arrivé là-bas, il a continué à la chercher partout, mais il s'est arrêté un moment et a commencé à y penser, et il essayait de se débarrasser d'elle hier et a échoué. Et s'il la laissait à l'intérieur de cette plante, il se débarrasserait d'elle définitivement. Dora fut choquée par la façon de penser de G qu'il avait l'intention de se débarrasser d'elle, et elle se sentit en colère et continua à frapper l'estomac de la plante de l'intérieur et à la forcer à bouger, tandis que la plante essayait de se déguiser pour que G ne la remarque pas. Mais il la trouva après avoir remarqué ses étranges mouvements. Quand il s'approcha d'elle, Dora retrouva ses forces et réussit à sortir de la plante, mais elle était complètement nue et frappa la plante jusqu'à ce qu'elle abandonne et s'enfuit d'eux. Alors G enleva son manteau et le lui donna pour couvrir son corps. Puis il remarqua que la plante ne s'était pas enfuie, mais était retournée à son maître, qui est une fille du même âge que G. Dora essaya d'attaquer la fille, mais elle disparut en un éclair et Dora se sentit très en colère. Alors G s'approcha d'elle, lui tapota la tête et lui dit qu'il devrait m'en partir et ne plus causer de problème. Dora lui demanda comment il savait que la fille était une invocatrice. G lui dit qu'il l'avait déduit du fait que les gens autour d'eux ne pouvaient pas voir la plante. Il expliqua que c'était un esprit et si quelqu'un pouvait lui tendre un piège, il devrait pouvoir le voir, et s'il pouvait le voir, cela signifiait qu'ils étaient aussi des invocateurs. Il a également pu déterminer que sa famille dirigeait son lycée grâce au logo sur sa boucle d'oreille. Dora était fascinée par ses enquêtes et ses déductions, mais G la frustra en disant qu'il se moquait d'elle et n'avait fait qu'apercevoir la fille quand elle était apparue dans la foule. À ce moment-là, la fille et la plante étaient dans le bureau du directeur. La plante s'excusa auprès de lui pour l'échec de leur mission et qu'ils avaient décidé de se retirer pour que les choses ne dégénèrent pas. Mais le directeur leur dit qu'il prendrait le relais au cas où ils perdraient Tawa le contrôle et leur ordonna de faire tout ce qui ferait que G et Dora utiliseraient toutes leurs capacités. Après cela, la fille sortit du bureau du directeur et continua à marcher dans le couloir, tous les élèves la regardant avec admiration jusqu'à ce qu'elle s'approche de la salle de classe de G, s'avance vers lui, laissa une enveloppe sur son bureau et partit rapidement sans un mot. Un de ses camarades de classe ramassa l'enveloppe et la lut, et G sut qu'elle l'attendait dans les bois après l'école. Après la fin de la journée scolaire, ses camarades de classe continuèrent à le suivre en chemin, impatients de le voir avec la fille. Puis le frère de la fille qu'il avait rejeté apparut à nouveau devant lui et jura de le tuer pour avoir brisé le cœur de sa sœur et volé la fille qu'il aimait. Mais G ignora tout cela et continua son chemin vers la forêt. Après son arrivée, G remarqua à nouveau le chat blanc sur une branche. Il pensa que c'était un fantôme car il n'avait pas senti qu'il le suivait tout ce temps et il continua son chemin tandis que ses camarades de classe le suivaient toujours jusqu'à ce qu'il soit coincé dans des plantes qui entravaient leur mouvement. G et Dora arrivèrent à une impasse dans la forêt. Il se demanda quel chemin prendre et trouva une forêt magique pavant le chemin entre les arbres. Et il continua à marcher jusqu'à ce qu'il trouve la fille assise au milieu des fleurs et que son esprit commence à leur parler, et demanda à J de leur donner Dora s'ils ne voulaient pas mourir. J leur dit qu'il se fichait de qui ils étaient et leur dit que Dora était leur animal de compagnie et qu'il la protégerait. La fille cueillit une fleur et la leur lança en utilisant son pouvoir magique et ils purent de l'esquiver, mais elle égratigna le visage de G.
Puis la plante se transforma en fouet dans la main de la fille et commença à les attaquer avec. Et Dora essaya de trouver un moyen de les bloquer et G continua d'esquiver leurs attaques seules, tandis que Dora cherchait son arme. Alors la fille utilisa sa capacité et planta l'âme de la plante dans le sol et s'éleva à une certaine distance au-dessus, puis contrôla ses feuilles et les visa sur lui. La plante suggéra à la fille de tuer Dora, puisqu'ils avaient réussi à l'éloigner suffisamment d'elle pour qu'il ne puisse pas la sauver. Alors la fille invoqua un énorme arbre du sous-sol et le pointa sur Dora qui cherchait toujours Herméchie. L'arbre attaqua Dora et la fille paniquait. Dora continua d'esquiver les coups de l'arbre jusqu'à ce que la plante réussisse à l'attacher à ses membres et à la clouer au sol. Juste au moment où la fille était sur le point d'écraser Dora d'un dernier coup, G se précipita vers elle et essaya de la protéger avec son corps. La plante pensa que Chi avait été écrasé avec elle, mais ils furent surpris de voir un trou dans la main de l'arbre et de petits poignards en sortir. Dora leur dit que c'était son arme légendaire, alors la fille décida d'exécuter son coup final en les écrasant à nouveau. G demanda à Dora d'utiliser son pouvoir sur lui comme elle l'avait fait auparavant, et Dora lui prit la main et G contre-attaqua le poing de l'arbre et réussit à le bloquer. La main de l'arbre fut coupée et il essaya de les attraper avec son autre main, mais ils s'envolèrent dans les airs avec les ailes de Dora et continuèrent à voler jusqu'à ce qu'ils soient assez proches d'elle. Et G lui prit la main et Dora lui donna de la force dans les pieds. Et G sauta haut et coupa l'arbre avec les poignards magiques de Dora. Puis il s'en éloigna suffisamment et trouva la bonne occasion d'éliminer l'arbre après avoir réussi à l'affaiblir avec ses attaques. Alors il se dirigea vers elle et la coupa avec le poignard jusqu'à ce que l'arbre tombe immobile. Et quand il se retourna derrière lui, il trouva la fille debout, à côté de l'arbre effondré et la fit ensuite disparaître avec sa capacité. Alors Dora voulut profiter de sa défense laxiste et l'attaquer par derrière et se précipita vers elle. Dora fut surprise que G bloque son coup avant qu'elle ne frappe la fille. Elle s'interrogea sur son comportement et lui dit qu'il ne voulait pas devenir un tueur et que la fille n'avait pas l'intention de causer leur mort car elle ne les avait pas attaqués de toutes ses forces. Quand elle lui demanda comment il savait cela, il lui dit de regarder derrière elle et quand Dora le fit, elle trouva 4 énormes arbres debout devant eux. La plante le félicita pour sa réussite à l'examen, mais Dora échoua. Dora expliqua qu'elle était lassée des combats constants et leur proposa à tous d'aller manger et d'arrêter de se battre à nouveau. La plante était furieuse et demanda à Dora qui elle pensait être pour décider de continuer à se battre ou non, mais fut surprise que la fille veuille se joindre à eux pour un repas. Le soir, G les a accueillis chez lui et leur a préparé des bols de ramen. La fille et la plante furent impressionnés par sa cuisine et la plante s'excusa pour ce qui s'était passé plus tôt. Quand Dora lui demanda pourquoi elle les avait attaqués, la fille lui dit qu'il y a de bons et de mauvais invocateurs en ville et il en va de même pour les esprits. Puis elle lui dit qu'elle et la fille étaient les protectrices de la ville et que lui et Dora avaient réussi le test et méritaient le droit de les rejoindre. La fille l'interrompit, lui mit de la nourriture dans la bouche pour la faire taire et sortit. Quand G la suivit et s'arrêta à côté d'elle, elle lui dit que son nom était Hannah et lui dit qu'elle les surveillerait en permanence et lui donna une fleur noire. Alors qu'il sortait, Dora et la plante suivaient derrière. G pensa qu'Anna lui demandait un rendez-vous, mais Anna ne dit rien et quitta la maison avec la plante. Alors G dit à Dora qu'elle voulait lui dire avec cette fleur qu'il était mauvais et qu'il lui appartenait. Après cela, une fille blonde se réveilla sur un toit après avoir rêvé de son frère marchant au milieu d'un feu ardent dans un endroit vide et essaya de lui parler, mais il la regarda puis se transforma en un groupe de corbeaux s'envolant du lieu. Et après qu'elle se soit réveillée, les chats se sont rassemblés autour d'elle, puis la fille est allée à la clôture et a sauté avec son chat. À ce moment-là, G était assis distraitement dans une salle de classe et Dora dormait sur sa table, jusqu'à ce que lui et ses camarades de classe soient surpris par une girafe entrant sa tête par l'une des fenêtres, puis ils trouvèrent un groupe de ratons laveurs grimpant sur son cou et entrant dans la salle de classe et attaquant tous les élèves et provoquant une émeute. Le professeur leur dit d'évacuer les lieux immédiatement, alors G et Dora allèrent à la porte arrière et trouvèrent Panda assis devant la porte. Quand G sortit de l'école, il trouva des animaux courant partout dans la ville. La fille blonde était celle qui avait causé tout le chaos et avait lâché une armée de singes pour semer le désordre dans la ville et les lieux publics. Dora entraîne G quelque part et lui dit qu'en tant qu'invocateur avec des super pouvoirs, il doit intervenir dans ces moments-là. Puis il voit aux informations que tous les animaux du zoo se sont échappés et sont dans les rues de la ville. La fille marchait au milieu de tout ce chaos, appréciant la panique parmi les humains et les faisant chercher le refuge le plus proche et que la ville était devenue la sienne et celle de ses animaux. Mais elle fut surprise quand J sauta vers elle et la repoussa des animaux et fut choquée qu'il ne réalise pas que c'était elle qui contrôlait les animaux après qu'il l'ait averti de ne pas marcher distraitement de peur qu'elle ne soit mangée par l'un d'eux. La fille se leva en colère contre lui et J s'étonna d'elle et fut aussi surpris quand il vit le chat blanc près de lui. Alors il la ramassa pour la ramener à la forêt, mais elle l'attaqua et lui griffa le visage et retourna vers la fille à nouveau et s'étonna quand il trouva la fille allant vers les animaux et les caressant. Pendant ce temps, Hannah et sa plante observèrent la situation depuis les toits. Puis Hannah lui ordonna de se cacher et de régler l'affaire rapidement. Puis elle sauta et libéra la capacité du fruit fumigène pour bloquer leur vue, puis se tint devant la fille blonde et ses animaux, et utilisa sa capacité pour attacher les animaux aux extrémités de la plante et les soulever en invoquant une branche d'arbre sous terre.
La fille lui demanda de ne pas blesser les animaux et la plante lui dit qu'Anna la battrait si elle n'arrêtait pas de détruire sa ville. Puis elle lui demanda pourquoi tous les animaux avaient été sortis de leur cage dans le parc et la fille lui dit que cette ville avait toujours été leur ville jusqu'à ce que les humains la colonisent et les enchassent et que ce sont les humains qui devraient être mis en cage. La plante lui a dit qu'elle avait 10 secondes pour abandonner son âme. La fille leur a dit qu'il n'avait qu'une seconde pour libérer ses amis, mais Anna n'a pas réagi, alors la fille s'est fâchée et a tenté de la surprendre avec une attaque. Mais Anna a réussi à la bloquer. La fille a utilisé sa capacité à augmenter la force de ses mains et a attaqué Anna avec ses griffes, lui coupant des mèches de cheveux. Anna a continué d'esquiver les attaques répétées de la fille, tandis que Jay et Dora lui demandèrent quel camp il choisirait dans ce combat, et la fille a continué d'attaquer Hannah jusqu'à ce qu'elle lui coupe le visage. Hannah a utilisé sa capacité pour créer une barrière protectrice avec l'herbe, forçant la fille à reculer. Hannah a ensuite transformé la plante en fouet et a essayé d'attraper la fille et de l'attacher jusqu'à ce qu'elle réussisse à enrouler le fouet autour de son pied, la faisant tournoyer et la projetant contre les bâtiments environnants. La fille s'est fâchée et s'est jetée sur Hannah, utilisant ses yeux de faucon pour esquiver ses attaques à grande vitesse, puis sa vitesse de guépard pour qu'Hannah ne puisse pas l'attraper. Puis, profitant de la distraction d'Anna, elle a utilisé sa force d'ours pour lui laisser tomber un poids lourd d'une grande hauteur, mais elle l'a esquivé. L'ours a ramassé un morceau d'asphalte et l'a lancé vers Anna. Alors elle a utilisé la plante pour lier l'asphalte aux objets environnants et bloquer leur attaque, puis a invoqué l'énorme arbre pour faire face à l'ours, et l'arbre a saisi 2 morceaux d'asphalte et s'est dirigé vers lui. Mais l'ours n'a pas été affecté par son attaque, et ils ont continué à se battre avec une force égale. Pendant ce temps, Jay et Dora analysaient la situation de loin, et Jay sentait qu'Anna avait l'avantage dans le combat. Anna a renforcé l'arbre en y insérant la plante, et 2 mains supplémentaires sont apparues sur l'arbre, qui a attaqué l'ours avec plusieurs coups de poing, jusqu'à ce qu'il lui inflige suffisamment de dégâts. Puis l'arbre l'a saisi avec ses 4 bras pour l'écraser, et l'ours s'est divisé en particules dans l'air et s'est transformé en loups qui ont commencé à encercler l'arbre de tous les côtés, et ils ont tous sauté vers lui en même temps, et l'arbre a essayé de les repousser. Mais certains loups s'y sont accrochés fermement jusqu'à ce que l'un d'eux réussisse à arracher du bois avec ses mâchoires, causant des dommages au bras d'Anna. Puis elle a utilisé sa capacité pour renforcer l'arbre, formant une forme perçante pour tous ses membres, et l'arbre les a attaqués en se tordant sur lui-même et en s'approchant d'eux, jusqu'à ce qu'il réussisse à frapper tous les loups et à les faire disparaître. Pendant ce temps, la chatte blanche se tenait derrière eux avec un air de colère sur son visage, face à l'énorme arbre, et soudain, les particules volant dans l'air se sont transformées en un serpent géant qui s'est enroulé autour de l'arbre et a continué à le serrer. L'arbre a essayé de le frapper avec ses bras perçants, mais le serpent l'a coupé et a continué d'essayer de prendre le contrôle de l'arbre en s'enroulant autour de lui jusqu'à ce qu'il le saisisse et le jette au loin, et Anna avait plusieurs blessures dues aux attaques du serpent. Il a remarqué que la chatte contrôlait le serpent, alors il a demandé à Dora si elle avait des armes non létales. Dora a continué à réfléchir, mais quand Jay a vu que l'arbre et le serpent étaient sur le point de s'affronter à nouveau, il a attrapé Dora et ils se sont rapidement dirigés vers eux, et Dora a utilisé sa capacité de liaison d'âme pour lier le serpent et l'arbre. Jay a essayé de leur parler et les a exhortés à arrêter de se battre, mais la plante s'est fâchée et a dit à Jay de ne pas s'immiscer, et le serpent est revenu à la forme originale de la fille et n'a pas pu se libérer des chaînes. Jay lui a dit qu'il était inutile de continuer à se battre et qu'il pouvait trouver l'invocateur. La fille est revenue au corps de la chatte blanche après que Jed l'ait découverte, et la plante a été étonnée que la fille ne soit qu'un esprit invoqué par la chatte. Et Jay les a réprimandés pour toujours recourir au combat sans regarder ce qui était évident devant eux, et il croit que la chatte a ses propres raisons de causer le chaos dans la ville. La chatte s'est souvenue de ce qui s'était passé entre eux dans le passé lors de leur première rencontre, et qu'il l'avait trouvée blessée dans la forêt, et il s'était assis pour la soigner et lui envelopper des bandages autour du corps, et l'avait nommée Meowo. Puis Dora leur a dit que c'était fini en maîtrisant le jet de l'invocateur, mais la plante s'y est opposée et leur a dit que ça ne se terminerait pas si facilement. La plante leur a demandé de leur remettre la chatte pour y mettre fin, mais j'ai dit qu'il gardera la chatte jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Quand la plante s'y est opposée, Dora l'a averti qu'ils étaient blessés et ne pourrait pas les affronter dans cet état. Anna lui a dit d'arrêter et a dit à Jay qu'un jour il réaliserait qu'il s'était fait le mauvais ami et le mauvais ennemi. Le soir, Jay était assis chez lui avec Dora et la chatte regardant les nouvelles et a appris que les autorités avaient réussi à contenir tous les animaux échappés et à les ramener aux zoo, et Jay s'est émerveillé de la capacité de la chatte à invoquer des animaux. L'esprit de la chatte lui a dit qu'elle pouvait invoquer n'importe quel type d'animal et qu'elle avait rencontré de nombreux invocateurs d'animaux par le passé et que le plus grand invocateur d'animaux parmi eux était son frère. Puis l'esprit s'est senti triste en se souvenant de la dernière fois qu'elle avait vu son frère. Dora lui a demandé si la raison pour laquelle elle avait fait ce qu'elle avait fait aujourd'hui était de chercher son frère. Et elle leur a dit qu'elle l'avait cherché après qu'il ait quitté la ville et qu'elle avait perdu ses capacités d'invocation pendant un certain temps à cause de ses blessures jusqu'à ce qu'elle la trouve et prenne soin d'elle. Il lui a demandé pourquoi elle avait fait ça et elle lui a dit qu'elle sentait que son frère l'évitait. Alors elle avait pensé à faire beaucoup de bruit afin qu'il remarque sa présence et le trouve, et elle s'est excusée auprès d'eux pour le désordre qu'elle avait causé, et Jay lui a dit qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour l'aider à revenir. Pendant ce temps, son frère était dehors, entouré d'un grand nombre de corbeaux, et a réussi à trouver sa sœur et à entendre sa conversation avec Jay grâce à l'un de ses corbeaux. Le soir suivant, Dora et la chatte ont mangé et joué aux jeux vidéo chez Jay. Quand il s'est réveillé et est sorti, il a trouvé un certain nombre de créatures étranges devant sa porte, et elles lui ont dit qu'elles étaient venues l'inviter, lui et ses amis, à dîner chez Hannah.
Quand Ji a essayé de s'excuser pour l'invitation, il a été surpris par tous avec toutes sortes d'armes à la main et les gardes ont fait irruption dans la maison et ont emmené Ji, Dora et la chatte par la force et ont continué à voler dans un énorme avion jusqu'à ce qu'ils atteignent la maison d'Anna. Quand ils sont arrivés, G a vu Anna et sa plante les attendre, alors ils sont allés vers elle. La plante échangeait des regards hostiles avec la chatte et Dora, alors Anna leur a dit que le chef les attendait et qu'ils devaient entrer. En entrant, G et ses compagnons ont regardé tout autour d'eux avec admiration et ont découvert qu'Anna avait des caméras de surveillance en forme de licorne, des clôtures électriques, des serviteurs et des esprits. Dora s'est demandé combien d'invocateurs vivaient dans le manoir avec Anna et a été surprise quand la plante leur a dit qu'ils étaient tous invoqués par le chef seulement et qu'ils étaient les invocateurs du chef. Quand ils sont entrés dans le palais, ils ont trouvé une énorme statue dans le couloir. La plante leur a dit que c'était la statue de la première femme chef des veilleurs. Quand elle a monté les escaliers, il a été surpris par une voix l'appelant par son nom depuis la statue. Alors il a regardé de plus près et a confirmé que la voix venait de la statue. Soudain, il s'est retrouvé dans un autre endroit qui ressemblait à un vaste champ et a trouvé un grand arbre avec une fille blonde debout en dessous, l'appelant par son nom. Il était sur le point d'aller vers elle, mais Dora a interrompu ses pensées, alors il lui a dit qu'il était un peu distrait. Quand ils sont arrivés dans la chambre du chef, il les a accueillis lui-même et la plante leur a dit que le chef était le chef de la famille de la Rose Noire. Puis le chef a utilisé son pouvoir et les a fait s'asseoir autour de la table contre leur volonté. Et j'ai senti une étrange aura émaner du corps du chef. Puis le chef s'est assis au bout de la table et a commencé à leur expliquer la légende des esprits et des invocateurs et que les humains invocateurs ont mené d'innombrables guerres pour un cristal dont on dit qu'il est la source de tous les esprits et qu'il est comme un dieu pour eux. Il leur a dit qu'à la suite de cette guerre, les invocateurs étaient divisés en deux groupes, les veilleurs qui laissent la nature suivre son cours et protègent l'équilibre du monde, et les destructeurs qui veulent pas prendre le contrôle du monde avec leur désir sans fin par tous les moyens nécessaires. Le chef a ensuite demandé à Jai s'il deviendrait un veilleur ou un destructeur. Il lui a dit qu'il n'avait rien à voir avec ces choses car sa mère lui avait demandé de ne pas s'immiscer dans les gangs et qu'il croyait que la violence n'avait pas d'avenir. Le chef lui a dit qu'il savait que ses parents l'avaient abandonné à l'âge de 5 ans après avoir disparu sans laisser de traces et qu'il avait vécu le reste de sa vie dans des orphelinats. Jay a été surpris que le chef sache tout de lui, même qu'il s'était teint les cheveux en noir pour cacher ses cheveux blonds, et l'a défié en disant qu'il avait toujours une photo de ses parents dans son portefeuille si ces informations étaient correctes. Et lui a dit que son invocation de Dora par le Raymond et son ignorance de son identité et de l'identité de ses parents étaient liées. Dora l'a interrompu, le traitant de bon acteur, puis a pris le portefeuille de G, l'a accepté et l'a examiné, y trouvant une photo de J enfant avec ses parents. Mais les traits de son père étaient flous. Le chef s'est ensuite adressé à Miao Wu, sachant qu'elle cherchait son frère et que son frère est un criminel notoire, recherché dans le monde entier et est l'un des horribles meurtriers de la classe des veilleurs. Et ils ont tous été choqués qu'ils sachent tous deux. Le chef leur a dit qu'ils pouvaient rester chez la Rose Noire pendant quelques jours pour parler du passé et de l'avenir de l'invocateur et de tout ce qu'ils voulaient savoir. Dora lui a dit que G avait des cours qui l'intéressaient, alors il lui a dit qu'il était le directeur et pouvait lui fournir tout ce dont il avait besoin et ils ont commencé à dîner ensemble. Pendant ce temps, le chef a senti une attaque sur le palais et une énorme boule est tombée du ciel vers la salle à manger et le chef l'a bloqué avec son poing et a réalisé que c'était l'un des invocateurs de la classe des destructeurs et a commencé à se préparer à l'affronter. Et il semblait très bien le connaître. Le chef a ensuite utilisé sa capacité magique dans son poing et s'est dirigé vers le destructeur pour l'attaquer. Mais il a esquivé son coup, a utilisé de la glace pour libérer son bras puis l'a frappé au centre de sa poitrine. Le destructeur a subi beaucoup de dégâts des coups du chef et s'est senti en colère. Et quand il était sur le point d'utiliser sa capacité de destruction, le chef l'a attaqué avec une capacité spéciale qui a causé la destruction d'une grande partie du palais. Puis il a dit à tout le monde que l'endroit n'était plus sûr et leur a demandé de partir et a demandé à Anna de lui promettre que G resterait en sécurité. À ce moment-là, le destructeur a sauté vers lui pour lancer une grande attaque qui a fait voler G et ses compagnons hors du palais, mais Anna a invoqué ses plantes pour atterrir en toute sécurité et a été choquée de constater que le palais était complètement détruit et a trouvé l'un des serviteurs la prévenant de s'enfuir rapidement. Puis elle a été surprise par l'apparition d'une femme avec des armes à feu dans les mains, tirant sur tous les serviteurs et les caméras de sécurité. Anna est furieuse et l'attaque, mais la femme parvient à esquiver les plantes d'Anna et lui tire une balle surprise. Anna l'esquive de justesse avant qu'elle ne lui frappe la tête. Ji lui dit qu'ils la combattront ensemble, alors la femme leur lance des bombes fumigènes et Ji les regarde se battre à travers la fumée. Quand Ji se retourne, il trouve Miao fixant quelque chose au loin et il s'avère qu'elle a vu son frère affronter les gardes de la famille de la Rose Noire et les déchirer tous avec ses attaques. Alors elle est apparue devant lui comme un esprit après qu'il en ait fini avec eux. Et une fois qu'il l'a vue, il a utilisé son pouvoir magique et l'a attaquée, la surprenant par sa réaction avant qu'elle ne s'évanouisse. Elle a été stupéfaite quand il a vu l'attaque du frère de Mio sur elle et s'est dirigé vers elle rapidement et a demandé à Dora de lui fournir du pouvoir magique, puis a formé une arme dans ses mains et a sauté vers son frère pour l'attaquer. Mais il a été surpris par un étrange sentiment en lui qui l'a fait hésiter un peu. Puis il s'est retrouvé dans le vaste champ à nouveau dans le passé, enfant.
Quand Gis a vu l'arbre, il s'est demandé où il était, puis il a senti une main sur son épaule, et quand il s'est retourné, il a vu sa mère qui l'a embrassé, mais son sentiment de sécurité s'est vite transformé en peur quand tout a changé, et le corps de sa mère est devenu un squelette. Pendant ce temps, Dora a essayé de réveiller G de ses rêves, et le chef combattait toujours le destructeur. Ils ont volé dans les airs et ont échangé des coups jusqu'à ce que le chef réussisse à lui infliger quelques dégâts, puis le chef lui a dit de faire en sorte que son propre chef se montre. À ce moment-là, Anna a réalisé que son grand-père avait l'avantage sur le destructeur et a essayé de déjouer son adversaire pour ne pas le gêner. Elle a invoqué l'arbre géant derrière la femme blonde, mais elle a réussi à l'esquiver et a ensuite dit à Anna de toujours être consciente de ce qui se trouvait derrière elle. Anna a été surprise de trouver quelque chose derrière l'arbre qui était contrôlé par la femme et lui a infligé de grands dégâts en attaquant l'arbre avec son pouvoir magique. Puis une autre fille est apparue et lui a mis son épée sur le cou et l'a coupée jusqu'à ce que Anna perde connaissance. Le chef a entendu les cris de la plante pour Anna et a utilisé son pouvoir de guérison pour arrêter le saignement de sa blessure. Le destructeur a essayé de l'attaquer par derrière, mais il a réussi à le repousser malgré le saignement et l'a plaqué contre un mur en utilisant son pouvoir de glace. Puis le frère de Miao est apparu derrière lui et lui a causé de profondes blessures avec son attaque soudaine. Puis la femme blonde a sauté vers lui et lui a tiré une balle dans la tête. Et quand il a vu ses souvenirs d'Anna enfant, il s'est transformé en un énorme fantôme et a commencé à attaquer tous les destructeurs, causant de lourds dégâts au palais et à la forêt environnante. Les destructeurs ont réussi à esquiver son attaque et l'ont surveillé attentivement après qu'il ait perdu le contrôle de lui-même, jusqu'à ce qu'une mystérieuse figure encapuchonnée apparaisse et l'appelle Arlan. Et le chef s'est retourné et l'a attaqué. Mais la personne a invoqué son pouvoir connu sous le nom de Faucheuse et a renvoyé l'attaque au chef Arlan et lui a dit qu'il attendait ce jour pour l'affronter. Puis l'a vaincu et a pris son essence vitale de son corps et l'a laissé tomber au sol. Le reste des destructeurs s'est rassemblé autour de lui et leur a dit que la mission était terminée et leur a ordonné de ne rien faire aux survivants afin qu'ils puissent les utiliser plus tard, et ils ont disparu de l'endroit en un éclair. Le lendemain, Mio était assise, fixant la plume de corbeau de son frère, se sentant triste et frustrée, tandis que G était chez lui, fixant une photo de ses parents et regardant les nouvelles à la télévision sur la destruction du palais de la Rose Rouge. Pendant ce temps, la plante était assise à côté d'Anna et soignait sa blessure. Dora s'est sentie en colère contre ce qui leur était arrivé et s'est demandé comment il n'avait pas pu se protéger devant les destructeurs hier. Puis Mio les a rejoints et s'est demandé comment son frère était devenu l'ennemi après l'avoir cherché si longtemps. J leur a dit qu'il ne savait toujours rien des destructeurs et que la différence entre leurs pouvoirs était très claire et qu'il n'avait aucune chance de les battre. J a commencé à chercher des informations sur internet jusqu'à ce qu'il trouve une vidéo de Arlan combattant le destructeur hier, et quand il a vérifié le compte de la personne qui avait posté la vidéo sur sa page, il a trouvé plusieurs articles sur les invocateurs et a même trouvé un manga sur son compte appelé Summoner Mo. J commence à soupçonner que la personne qui regardait la bataille depuis un endroit inconnu est plus qu'un simple invocateur. Et s'ils le trouvent, ils pourront vaincre les destructeurs, et il leur dit que l'auteur du manga fera une séance de dédicace demain. Le lendemain, J part avec Dora et Miao, laissant la plante s'occuper d'Anna, et J promet de faire payer ceux qui l'ont blessé. À ce moment-là, l'auteur prenait le train pour la foire et a entendu une annonce d'urgence selon laquelle le train ne s'arrêterait pas à la gare de la Cité électronique en raison d'un dysfonctionnement. Mais elle a pu contrôler le train avec son téléphone et il s'est arrêté à la gare. Et l'auteur est parti en sortant de la gare. Toutes les personnes dans la gare ont été étonnées quand elles ont vu qu'elle pouvait contrôler tout ce qui était électronique autour d'elle via son téléphone jusqu'à ce qu'elle sorte en ville et change les écrans publicitaires et y mette sa photo. Puis elle s'est dirigée vers un restaurant de restauration rapide et a préparé la place devant le restaurant en vue du début de sa cérémonie de dédicace. Pendant ce temps, Miao a réussi à la repérer et J a demandé à Miao et Dora de se faufiler derrière elle et de la surveiller. Dora a suggéré qu'il l'attaque et l'emmène de force avec eux, car elle semblait n'être qu'une fille ordinaire, mais J lui a dit de ne pas baisser sa garde et si quelque chose arrivait, les trois l'affronteraient ensemble. Après un certain temps, l'auteur a commencé à s'ennuyer car personne n'était venu acheter un exemplaire de son livre jusqu'à ce qu'elle voit J devant elle, lisant quelques pages de son livre, cachant son visage et exprimant son admiration pour l'histoire et les événements. L'auteur était heureuse que Ju ait loué son histoire et a proposé d'acheter un exemplaire en échange de 10 exemplaires gratuits, mais il lui a dit qu'il achèterait tous les exemplaires et lui a donné une grosse somme d'argent. Alors l'auteur a accepté la vente et a annoncé la fin de sa séance de dédicace, puis elle s'est levée pour compter l'argent que Ju lui avait donné et a été surprise de découvrir des choses sur lui et de connaître son nom. Et elle a senti la présence de Dora et Mio tout le temps, alors il a réalisé que leur plan avait complètement échoué. Et puis Dora a commencé à l'interroger et à lui poser des questions sur tout ce qui la concernait. Elle leur a dit qu'elle s'appelait Stan et qu'elle était une étudiante vivant dans la rue Kyushu. Quand elle lui a demandé ses capacités, elle a répondu qu'elle était douée pour les jeux sur téléphone, alors Dora l'a traitée de perdante. Stan lui a dit qu'elle savait quel genre de vidéo se trouvait sur un disque caché du président de la Grèce et connaissait aussi les chiffres du jour de la fondation de la Russie, qui sont les codes de lancement des armes nucléaires. Et elle leur a dit qu'elle était celle qui avait divulgué les récents scandales d'Hollywood et découvert que Steve Jobs était à l'origine un invocateur comme eux. Puis elle leur a dit que les destructeurs qui les avaient tendu une embuscade la nuit dernière étaient 7, pas 5. Et leur a dit de ne pas la sous-estimer dans le monde numérique où elle peut tout faire d'une simple pression sur un bouton. Et elle a réalisé qu'il avait trouvé la bonne personne. Dora s'est excitée et a pris le téléphone de Stan et a continué à regarder ce qu'il pouvait faire.
Stan a commencé à lui dire toutes les choses qu'elle pouvait faire avec le téléphone. Piratage, contrôle des caméras de surveillance, utilisation de l'infrarouge, utilisation du sonar pour scanner tout ce qui se trouvait à moins de 300 mètres d'eux et lui a dit qu'il biperait s'il détectait un danger autour d'eux. À leur surprise, le sonar a effectivement bipé après que Dory l'ait utilisé. Puis Mayo a senti une attaque venir vers eux, alors elle les a emmenés et a réussi à éviter l'explosion. Quand Stan a attrapé son téléphone, elle a trouvé qu'il y avait 4 personnes armées près d'eux et leur a dit de s'enfuir et a rapidement fui l'endroit. Quand Stan les a trouvés la suivant, elle leur a dit que les armes venaient pour qu'elles s'échappent d'une autre direction. G lui a dit qu'elle était importante pour eux et quand Dora lui a demandé qui la surveillait et voulait se débarrasser d'elle, elle lui a dit qu'elle avait des problèmes avec plusieurs parties du monde et ils ont continué à esquiver les attaques et les balles tirées sur eux par derrière. Ils furent choqués d'entendre une alarme sur le portable de Stan, les avertissant que des assaillants approchaient à grande vitesse jusqu'à découvrir qu'il s'agissait de 4 robots. Stan réalisa qu'il n'avait d'autre choix que de sauter du pont et invoqua sa voiture. Tous sautèrent, atterrissant sur sa voiture juste à temps pour échapper aux robots. Guy se demande si Stan peut piloter la voiture avec son téléphone. Ils sont surpris de voir que les mecs les suivent toujours, planant au-dessus d'eux. Stan les examine, réalisant qu'il s'agit d'âmes mécaniques de classe Terminator. Dora lui demande comment ils les ont repérés si vite. Elle lui explique qu'ils la traquent depuis des mois, depuis qu'elle a tenté de pirater leur serveur. Elle précise que les esprits mécaniques sont de bas rang, agissant librement sans ordre de leur invocateur. Les esprits ont alors commencé à attaquer et à tirer sur la voiture. Elle a tenté de les esquiver en conduisant, puis a demandé à Dora et Miaowu de les affronter. Elles sont montées sur la voiture. Miaowu a attaqué les esprits avec ses griffes, mais leur vitesse l'empêchait de les atteindre. Dora utilise son épée spirituelle, tentant de les endommager en vain. Stan contrôle les fils électriques sur la route, électrocutant l'un d'eux, mais 3 esprits les poursuivent toujours. Quand les esprits ont de nouveau attaqué leur voiture, G a érigé une barrière protectrice. Les esprits ont redoublé de puissance de feu pour briser la barrière, mais G a résisté de son mieux jusqu'à ce qu'il tire d'en haut des missiles. Stan a cru qu'il les avait remanqués, mais G a réalisé que les esprits avaient ciblé la route devant eux. Les missiles des esprits ont détruit le pont devant eux et la voiture est tombée. G a demandé à Dora d'utiliser son pouvoir de vol. Elle les a attrapés, invoquant ses ailes pour les sauver de l'impact, mais elle n'a pu supporter leur poids, s'est effondrée et ils sont tous tombés. Dora s'est rendue, mais les esprits étaient toujours prêts à attaquer. Stan a profité de l'occasion pour contrôler à distance un camion et attaquer les esprits. Mais l'un d'eux a fait exploser le camion à bout portant. Stan a transformé son téléphone en joystick, invoqué son robot et s'est assise sur son épaule pour le contrôler. Elle a affronté les esprits mécaniques, puis s'est dirigée vers eux, les détruisant un par un jusqu'à s'en débarrasser. G et ses amis furent surpris par la puissance du robot de Stan, capable de les vaincre seul. Mais Stan a senti du carburant, découvrant une fuite due à un trou dans le corps du robot. Il a pris feu puis a explosé, la projetant au loin. En s'approchant pour vérifier son état, ils ont découvert que ses cheveux blonds étaient une perruque. G l'a reconnu, se souvenant d'une heure de rencontrer lors des activités du club. G lui a proposé de rejoindre leur équipe. G lui a dit que leur mission était de recueillir un maximum d'informations sur les destructeurs. Stan leur a alors montré une image satellite de la ville, expliquant qu'il avait pu surveiller de nombreuses âmes invoquées et les activités des destructeurs en ville. G a remarqué via la chronologie que les destructeurs avaient acquis une puissance immense en dévorant des âmes. Quand Stan est retourné au jour de la bataille du manoir de la Rose Noire, ils ont découvert de nombreuses âmes invoquées, serviteurs et caméras de surveillance. Jake a conclu que les destructeurs avaient pénétré le manoir pour voler le coffre. Stan lui a dit que la ville était sûre jusqu'au 17 mars quand le pouvoir spirituel a commencé à fluctuer partout, faisant apparaître plus d'esprits et augmentant l'activité des destructeurs. Il a réalisé que tout avait commencé quand il avait accidentellement invoqué Dora. Stan lui a demandé qui elle était. Dora a commencé à se souvenir de son passé, manquant de s'évanouir. Stan lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de lui dire qui elle était, suggérant d'aller examiner la bataille des destructeurs pour des indices. Ils sont ensuite allés au manoir de la Rose Noire. G et ses compagnons ont cherché des preuves des destructeurs. Stan a scanné l'endroit au sonar, trouvant l'âme de la caméra de surveillance, dont la mémoire était intacte. Il a donc décidé de l'utiliser pour recréer la scène de crime et analyser les événements. Il a ensuite utilisé l'hologramme pour montrer les événements de cette nuit-là au palais. L'homme de pierre a attaqué pendant qu'il dînait avec le chef. Il leur a dit que le nom de code du destructeur est ALNF, un invocateur d'esprit terrestre. La femme blonde, que Stan a appelée Flamme, est une invocatrice élémentaire, son élément le plus puissant étant le feu. Stan a ensuite montré un hologramme du frère de Miaowu, Crow, un invocateur d'animaux comme elle. Miaowu s'est approché de sa photo, triste de ce qu'il lui avait fait, disant qu'il était devenu une personne différente après avoir rejoint les destructeurs. Stan a ensuite demandé à G ce qui lui était arrivé quand il a perdu connaissance. G a dit avoir été transporté dans un monde étrange, se souvenant de l'endroit, décrivant la scène comme un cauchemar avec sa mère. Quand Stan a pointé l'hologramme sur lui, G fut surpris par l'apparition de la personne qui l'avait fait s'évanouir. Stan lui a dit qu'il était contrôlé par lui et n'a pu recueillir assez d'informations car il était caché à ce moment-là.
Stan est ensuite allé là où Anna fut blessée, leur disant que le 6e destructeur, Shadow, était apparu des ombres. C'est une invocatrice d'illusions capable d'éliminer un adversaire d'un coup. Puis il a montré une image finale du chef des destructeurs, qui a causé la mort du chef Harlan et peut récolter des âmes par sa capacité. Stan leur a ensuite dit qu'après l'attaque, la moitié du manoir et la chambre souterraine avaient disparu. Il a décidé de descendre pour le découvrir, suivi de G, Dora et Mio. Une fois descendu, Stan a scanné les lieux, découvrant de nombreuses âmes scellées sous forme de cristaux, ce que les destructeurs étaient venus chercher. Stan leur a dit que Harlan, l'invocateur le plus puissant, les aurait achevés si ce n'était pas un combat d'un contre 7. Stan l'a analysé. C'était une partie du corps du féroce Terminator qui affrontait Harlan et il y a découvert des molécules odorantes. Mio l'a senti, disant que ça sentait une fleur familière. Le lys, araignée rouge. Jat leur dit que c'est rare en ville, ne poussant qu'à un seul endroit à sa connaissance. Stan découvre qu'il pousse dans la forêt de pierre, à 300 km de la ville, et que des fluctuations d'énergie spirituelle y ont été détectées il y a 5 heures. Guy a pensé qu'un destructeur y était allé pour une raison, suggérant de l'affronter. Il pourrait de le vaincre à 4 contre 1, mais G leur a dit qu'ils avaient moins de 10% de chance de vaincre l'un d'eux, et que s'échapper serait un miracle. Ils ont tous insisté pour y aller, tenté d'en battre un, et ont convenu de partir pour arriver avant le lever du soleil. G et ses compagnons ont commencé leur voyage vers la forêt de pierre, préparant des ramen pour la route. Stan a admiré les talents culinaires de G, qui lui a dit vivre seul depuis l'enfance. S'il n'avait pas appris à cuisiner, il serait mort de faim. Stan, curieux, lui a demandé de lui raconter son passé. G lui a dit avoir vécu avec son père jusqu'à 5 ans, mais il déménageait souvent, donc il n'avait pas d'amis. Un jour, son père a disparu sans laisser de traces. Quelques mois plus tard, sa mère a disparu. Depuis, ses proches se sont occupés de lui, mais il a continué sa vie seul. Dora a tenté de le consoler, lui disant qu'il n'était plus seul. Miaowa lui a demandé de leur parler de son passé. Dora a dit ne pas se souvenir de grand-chose de sa vie. Malgré 3 millions d'années, elle a commencé à se souvenir de fragments errant constamment. Mais ses souvenirs sont vagues et fragmentés. Elle ressent une douleur à la tête chaque fois qu'elle essaie de se souvenir. Stan leur dit qu'il venait d'examiner le corps de Dora, trouvant un objet étranger près de son cœur et que ses souvenirs avaient été scellés. G demande comment enlever le sceau. Stan suggère que des changements d'émotion ou la personne qui les a scellés pourrait le faire. Le lendemain, ils ont atteint la forêt au lever du soleil, devant finir à pied. Dora avait un mauvais pressentiment. En chemin vers le creux de la forêt, Stan a trouvé une entrée secrète. Arrivés, ils ont trouvé des traces indiquant une ancienne habitation. Ils sont entrés, découvrant que l'endroit était un village autrefois. Stan leur a dit que le village avait disparu de la carte il y a 10 ans et des rumeurs de disparition sans trace avaient commencé. Dora n'était pas convaincue que c'était le repère des destructeurs. Stan a dit qu'il détectait de faibles changements de pouvoir psychique, concluant que c'était un repère. Soudain, Mio se dirige vers eux, se cachant parmi les fleurs, après avoir senti quelqu'un. En regardant de plus près la maison, il voit quelqu'un en sortir, une hache sur l'épaule. Il va à un certain point et commence à creuser. Stan l'a photographié avec son téléphone, examinant son visage pour reconnaître ses traits. Ils l'ont observé jusqu'à ce qu'il fasse un trou pour planter une fleur. Stan a senti qu'il ressemblait juste à un fermier. Après avoir planté, l'homme est retourné chez lui. Après un moment, il est sorti prendre son petit déjeuner dehors, devant les fleurs. Son comportement semblait normal et non suspect, mais ils ont surveillé jusqu'à ce que ces informations soient téléchargées sur le téléphone de Stan. Mais il leur a dit que le signal était mauvais à cause des ondes magnétiques des montagnes de pierre environnantes. Miaou les a avertis qu'une tempête approchait et qu'ils devaient bouger. Mais Dora, affamée et incapable de bouger, a vu une grosse souris sortir d'un trou souterrain juste devant elle. Elle a paniqué, criant et volant partout de peur. Ils ont réalisé qu'ils avaient été découverts à cause d'elle. Quand G a levé les yeux, il a vu l'homme souriant qui les attendait. Alors G a attrapé Dora, est allé vers lui et s'est excusé de leur intrusion. L'homme lui a dit que ça faisait longtemps que personne n'avait traversé son chemin depuis la forêt. G lui a dit qu'ils étaient étudiants au lycée Forest Wind en voyage scolaire. G fut surpris que l'homme ne puisse pas voir Dora. Il a remédié à la situation, disant que ses camarades l'attendaient en bas de la montagne et qu'il voulait lui acheter de la nourriture, ayant trouvé sa maison. L'homme l'a accueilli, lui offrant du thé, mais G a fait semblant de le boire après l'avoir versé. L'homme a ensuite apporté un grand sac, disant à G qu'il y avait assez de repas pour lui et ses amis. G l'a remercié pour son aide et lui a demandé s'il vivait seul dans la forêt. Il lui a dit vivre seul depuis des décennies, peu de visiteurs passant par là et qu'il était ravi de voir le visiteur d'aujourd'hui. Puis ils ont senti le vent souffler soudainement. G lui a demandé s'il avait planté toutes ces fleurs. L'homme a dit qu'il le pouvait car il n'y avait rien à faire dans ce lieu vide, à part dormir et s'occuper des fleurs.
Quand elle lui a demandé combien de temps il avait mis pour planter tout le champ, l'homme lui a raconté l'histoire des fleurs. La terre était stérile, les villageois peinaient à labourer les champs, n'obtenant que des fruits aigres pour leurs efforts. Puis une fille innocente rêvait de planter des fleurs sur les pierres. Elle a labouré des années, essayant de nombreuses graines, sans succès. Après sa mort, il a décidé d'hériter de son souhait, travaillant à le réaliser jusqu'à planter tout le champ. Cela lui a pris 10 ans. J'ai conclu que cette fille était peut-être le premier amour de l'homme. Pendant ce temps, Stan et Mio se cachaient toujours dans les fleurs. La tempête s'intensifiait et Stan avait besoin d'une minute pour finir la recherche. À ce moment, Jay a suggéré à l'homme de continuer leur conversation à l'intérieur. Mais l'homme fixait le vent, triste, répétant « fleurs » jusqu'à ce que la colère de la destruction de ces fleurs par la tempête le pousse à se jeter sur le vent, tentant de l'attaquer à main nue. À ce moment, la recherche de Stan sur l'homme était terminée. Jay fut surpris par ce qui arriva à l'homme, mais il vit Stan se diriger vers lui, criant de l'attraper. Mais il fut frappé par la foudre avant qu'il ne l'atteigne, commença à se transformer en roche et demanda leur aide. Mais il était trop tard. Ils réalisèrent qu'il était le destructeur violent. Le destructeur violent se dirigea vers Jay et Dora, scandant « détruire ». Jay tenta de bloquer son attaque avec un bouclier, mais le destructeur violent le brisa d'un coup de poing, leur causant des dommages. Mio s'approcha, lui lançant des coups, mais il resta indemne grâce à la dureté de son corps. Quand la brute se retourna et se jeta sur elle, Jay et Dora en profitèrent pour l'attaquer par derrière avec leurs poignards. Ils furent bien surpris quand ils se brisèrent, et il les repoussa avec son aura. Jay réalisa que les armes ordinaires étaient inutiles. Dora dit qu'elle avait un atout, s'approcha de Jay et commença à invoquer sa pleine puissance. À ce moment, Miaou tenta de gagner du temps, effectuant plusieurs attaques rapides autour de la brute, sachant qu'elle ne pouvait pas le blesser. Mais elle voulait le distraire, l'esquivant jusqu'à ce qu'il l'attrape, la jette au sol et la projette au loin. Stan est allé vers elle, leur disant qu'elle était gravement blessée. Miaou sentit que son combat contre lui serait un combat à mort. Stan se sentait impuissant, incapable d'utiliser ses pouvoirs dans ce lieu reculé. Il a décidé de faire de son mieux pour gagner 3 minutes pour Dora et Jay, lui demandant d'apporter de nouveaux animés et figurines sur sa tombe s'il mourait. Stan s'approcha de la brute, s'arrêtant devant lui, et commença à lui révéler tout ce qu'il savait. C'était Moto, un invocateur de terre de 26 ans. La brute attaqua Stan, mais il esquiva ses coups. Stan réalisa que Moto avait subi de graves lésions cérébrales, pouvant l'avoir rendu schizophrène. Jay découvrit que Stan utilisait un hologramme de lui-même pour faire croire à Moto qu'il était là. Moto, furieux de ne pas pouvoir l'attraper, déchaîna sa grande aura pour attaquer tous les clones, y compris le vrai Stan. Jay créa le bouclier sacré pour protéger Stan de son aura. Puis il fut surpris de trouver des squelettes sous terre, sous les fleurs brisées, réalisant que Moto avait attaqué les villageois et passant toutes ces années, causant leur disparition. Moto utilisa alors de grosses roches pour attaquer Jay et ses compagnons. Stan pensa qu'ils allaient mourir. Mais il fut surpris par la capacité de Jay à utiliser toute sa force près de Dora et à bloquer les roches de Moto. Il a pu partager ses souvenirs avec Dora, devenant expert en armes et techniques grâce à ses souvenirs. Il a ensuite utilisé toutes ses capacités pour attaquer Moto avec divers types d'armes et de coups, brisant les roches solides de Moto jusqu'à ce qu'il soit capable de percer sa poitrine d'un poignard d'âme, puis de lui porter le coup final en invoquant le marteau de foudre. Après avoir vaincu Moto et l'avoir libéré du corps du destructeur, Jay leur demande de ne pas le tuer, car s'il meurt, les choses empireront. Il commence à leur raconter son histoire depuis sa naissance. Maudit par des esprits parasites qui le dévoraient de l'intérieur, prenant le contrôle total. À sa naissance, sa mère est morte pendant l'opération. Son père a fait une dépression nerveuse et a mis fin à ses jours. Ses camarades le harcelaient à l'école à cause de son apparence. Tous le considéraient comme un monstre. Les villageois l'ont ostracisé, le battant lors d'un procès, puis ils l'ont jeté dans les montagnes, l'attachant à une montagne de pierre, pensant qu'il mourrait avec le temps et l'oubliant. Il a dû survivre en mangeant de la terre. Un jour, une fille l'a vu faire, a décidé de partager son déjeuner. Il a tout mangé, affamé. La fille est ensuite partie, lui disant qu'elle lui apporterait d'autres nourritures et lui a demandé de garder ce secret entre eux, de ne rien dire à personne. Il l'a remerciée pour ce qu'elle faisait. Dès lors, elle lui a donné sa nourriture chaque jour. Elle s'appelait Hua et rêvait de planter des fleurs parmi les pierres. Malgré de nombreux échecs, elle n'a jamais cessé d'essayer, visant à transformer les lieux en une mer de fleurs. Moto a demandé une graine. Quelques semaines plus tard, elle fut surprise qu'il ait pu la planter et en prendre soin jusqu'à ce qu'elle pousse sur son bras rocheux. C'était la première fois que Moto ressentait le désir de protéger quelque chose de précieux. Ils ont continué à grandir ensemble. Des années ont passé et les choses se sont détériorées dans le village des Pierres Noires à cause de la famine. Quand les villageois ont appris qu'il était toujours en vie, ils ont cru à une malédiction et ont décidé de s'en débarrasser. Mais Hua s'est tenu devant eux, leur disant que Moto n'avait rien fait pour mériter la mort. Un villageois s'est demandé comment il était encore en vie. Hua n'a pu les empêcher de le blesser. Les villageois se sont approchés, les battant,
Moto tentait de protéger Ua de son corps, jusqu'à ce qu'une vieille dame avec une hache s'approche et poignarde Ua à sa place. À ce moment, Moto a perdu le contrôle, se libérant de ses chaînes. Il s'est transformé en monstre destructeur, l'esprit parasite et la rage accumulée pendant des années ayant détruit le village entier et anéanti ses habitants. Puis il est allé voir Hua, lui donnant la fleur rouge implantée dans son bras. Dès ce jour, les corps des villageois qu'il avait tués ont fertilisé le sol, faisant pousser des fleurs sur les pierres, comme Hua l'avait espéré. À présent, Moto pleurait, s'accusant d'avoir causé sa mort et celle des villageois, et qu'il méritait de mourir. Mais il devait rester en vie pour que l'esprit parasite ne s'échappe pas de lui, et leur a dit que les marques sur sa poitrine n'étaient pas le centre. Soudain, il ressentit une forte douleur à la poitrine. Stan détecta des changements massifs dans l'énergie spirituelle de Moto qui souffrait énormément devant eux. À ce moment, le chef des destructeurs, du haut d'une tour, dit à ses partisans que Moto était en difficulté et leur ordonna de rejoindre les autres membres. Un de ses partisans se demanda si quelqu'un pouvait égaler la puissance de Moto. Le chef lui dit qu'il le regretterait et lui demanda s'il se souvenait du jour où ils avaient rencontré Moto pour la première fois sous la pluie, agenouillé parmi les fleurs, en pleurs. Le chef s'approcha de lui et lui donna les chaînes qu'il portait, lui disant qu'il n'était plus seul et que ces chaînes aideraient à sceller temporairement le parasite en lui, lui permettant de vivre une vie normale et paisible comme n'importe qui. Il lui demanda de venir les aider s'il perdait le contrôle et Moto accepta de rejoindre les destructeurs. Stan dit à G que le cœur de Moto avait cessé de battre, ce qui signifiait sa mort, et que le monstre de roche n'était qu'un cadavre ambulant. Le monstre les attaqua et commença à invoquer des roches perçantes du sous-sol vers eux, mais ils purent les esquiver avant de se diriger vers lui. G l'attaqua d'abord avec ses capacités, puis Stan envoya de l'énergie haute fréquence depuis son téléphone. Miao se faufila derrière lui et l'attaqua avec ses crocs de loup, mais cela ne lui fit aucun mal et créa plus de roches sur son corps solide jusqu'à ce qu'il puisse frapper Miao et la faire tomber. Distrait par la chute de Miao, Ji se tourne vers le monstre et invoque son marteau, l'attaquant de plusieurs coups mais sans lui causer le moindre dommage. Le monstre bloqua ses attaques jusqu'à briser le marteau de Ji, alors il sauta haut, utilisa la lance d'argent et la visa sur la tête du monstre. Mais lui et Dora furent surpris qu'il ne soit pas blessé, même si la lance avait pénétré sa tête. Alors il demanda à Dora de concentrer toute son énergie en un seul point afin de le vaincre d'un seul coup. Dora concentra son énergie sur ses mains et G commença à rassembler toute son énergie jusqu'à former une épée gigantesque. Et après l'avoir chargé d'assez d'énergie, il se dirigea vers le monstre et le frappa de toutes ses forces. Mais il fut choqué quand l'épée énergisée se brisa sur son corps. Dora s'approcha de lui et tenta de le réveiller par tous les moyens. Mais entre-temps, il vit un cristal bleu lié par des chaînes, et quand il toucha l'une d'elles, elle se désintégra immédiatement. À ce moment-là, le monstre s'approcha d'eux et tenta de les attaquer. Mais Dora forma une barrière protectrice autour d'eux pour résister à ses coups, qu'il brisa cependant avec une facilité déconcertante. Et Dora continua de résister à ses coups de toutes ses forces pour protéger J, et quand elle perdit ses forces, elle s'arrêta devant lui et l'empêcha de lui faire du mal. Alors le monstre se souvint de sa bien-aimée Ua, le défendant devant les villageois et commença à pleurer, mais il les attaqua tout de même d'un dernier coup, leur causant d'énormes dégâts. À ce moment-là, G était dans son rêve, s'approchant du cristal, et dès qu'il le toucha, Dora se transforma en la forme du cristal et l'un des destructeurs sentit que l'un d'eux avait invoqué la pluie d'épées, alors les épées commencèrent à pleuvoir sur le monstre en abondance, au lieu de gouttes d'eau, jusqu'à ce qu'un grand nombre d'entre elles le frappent et le paralysent pendant quelques secondes. Puis il fut surpris par l'apparition de Dora devant lui, sortie du cristal dans sa forme complète, avec ses ailes formées des éléments de feu et de glace. Et Dora invoqua la plus grande épée que l'humanité ait jamais vue du ciel et l'abattit sur le corps du monstre jusqu'à ce qu'elle puisse le détruire, ainsi que toutes les roches et montagnes de pierre autour d'eux. Après cela, le soleil se leva sur un nouveau jour et G reprit conscience, vit Dora sous sa vraie forme et réalisa qu'elle était vraiment une déesse avant de perdre à nouveau connaissance. Et Dora le réveilla après être revenu à sa forme d'enfant. Et quand il reprit conscience, il l'interrogea sur Stan et Mio et trouva Stan tenant Mio dans ses bras se dirigeant vers lui. Puis ils allèrent tous chez Moto et confirmèrent qu'il était mort. Stan dit qu'avec sa mort, leur seul indice avait disparu, mais Shi lui dit qu'il n'avait plus besoin d'indices car les destructeurs les trouveraient tout dès qu'ils sauraient ce que Moto était mort et quittèrent tous les lieux. Le soir, les destructeurs se dirigèrent vers la forêt et s'approchèrent du corps de Moto. Quand le chef confirma sa mort, il absorba son essence vitale et visionna ses souvenirs d'avant sa mort, apprenant ainsi l'existence de Ji et de ses camarades. Il donna à Moto sa dernière fleur pour qu'il repose en paix. Sur le chemin du retour, Dorit soignait les blessures de Ji et Stan celles de Miao. Ji souffrait d'une grave perte de sang tandis que Miao avait une infection fiévreuse. Soudain, Stan reçut une notification. De fortes fluctuations d'énergie spirituelle avaient été détectées près d'eux. Shadow apparut de nulle part et attaqua leur bus avec son épée, le coupant en deux. J'y vis Crow, le frère de Miao, devant lui et utilisa ses pouvoirs de corbeau pour les attaquer tous d'un seul coup et continua de les attaquer jusqu'à ce qu'ils soient projetés hors du bus. Puis Flame apparut derrière Stan et Miao et leur tira dessus et Ji fut choqué de le voir de ses propres yeux. Les destructeurs se dirigèrent alors vers lui et Dora.
Le chef le saisit et lui dit de conserver son énergie car il allait lire ses dernières pensées après avoir récolté son âme, puis le jeta et utilisa le cube briseur d'espace sur lui, déchirant le corps de J jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Puis il se retrouva debout dans un espace vide avec de nombreux morceaux de verre volant autour de lui, et chaque morceau contenait l'un de ses souvenirs jusqu'à ce qu'une personne mystérieuse apparaisse et lui dise qu'il était dans une brèche entre le temps et l'espace et que lui et ses amis étaient morts dans une certaine ligne temporelle. Puis il vit à travers la ligne temporelle le chef des destructeurs récolter toutes leurs âmes et leurs souvenirs. G se sentit en colère et brisa le souvenir de cette ligne temporelle de son poing et commença à se blâmer pour tout ce qui s'était passé parce qu'il n'avait pas saisi sa chance de devenir assez fort. La personne lui offrit 3 minutes dans cette ligne temporelle pour tout sauver et lui demanda s'il pouvait changer le cours des choses dans ce laps de temps. Puis la personne retira sa capuche et G réalisa que cette personne était son père. Puis son père s'approcha de lui et lui dit que quand il en aurait fini avec tout cela, il l'attendrait à la fournaise du diable. Alors G remonta le temps de 3 minutes pendant que Dora soignait ses blessures dans le bus. Il se leva rapidement et leur dit ce qui allait se passer dans 3 minutes. Puis les Terminators apparurent à nouveau pour les achever. Mais Shadow fut surprise quand elle attaqua le bus et ne trouva personne à l'intérieur et découvrit une poupée sur le lit attachée à une bombe qui explosa dans l'espace de Shadow. À ce moment-là, G et ses amis étaient dans un autre bus et ils continuèrent à surveiller la situation via le téléphone de Stan et confirmèrent que leur bus avait été détruit après l'explosion de la bombe. Alors il leur dit qu'ils devaient atteindre Anna avant que les Terminators ne les trouvent. Stan augmenta donc la vitesse du bus au maximum. Après que G fut rentré chez lui, il ne trouva ni Anna ni la plante, mais il trouva une lettre qu'elle avait laissée près de son lit. Alors il prit la lettre et se dirigea dehors. Stan leur dit que les Terminators n'étaient en qu'à 2 km d'eux, mais il avait pu emprunter l'hélicoptère d'Anna pour s'échapper et activa le système furtif de l'hélicoptère après qu'ils furent en tête montés à bord. Quand G ouvrit le message d'Anna, elle lui dit qu'elle l'attendait à la fournaise du diable. Il se souvint que c'était le même endroit où son père l'attendait. Et Miao Wao dit que l'endroit lui semblait familier, puis Stan lui dit que c'était un lieu sacré pour les invocateurs depuis les temps anciens et qu'il contenait une épreuve puissante pour eux. Ceux qui la réussissent peuvent passer de novice à véritable invocateur et la classe Terminator ainsi que le chef Harlan, le grand-père d'Anna, s'y était entraîné. Alors Stan se sentit excité d'aller à la fournaise du diable car il avait entendu des rumeurs d'énergie spirituelle mystérieuse et de trésors sous la fournaise, mais il n'avait pu trouver ni son emplacement ni aucune information confirmée à son sujet. Alors G lui fit remarquer qu'Anna avait écrit les coordonnées d'un lieu dans sa lettre et cela semblait être l'emplacement de la fournaise du diable. Ils décidèrent donc de s'y rendre et Stan calcula qu'ils arriveraient dans 7 heures. Après un moment, Stan les réveilla et leur dit qu'ils étaient presque arrivés. Quand elle regarda par la fenêtre de l'hélicoptère, il vit qu'ils étaient dans la zone de la mer de la mort, avec un énorme ouragan au milieu. Stan leur dit que de nombreux désastres de navires et d'avions s'étaient produits à cet endroit, c'est pourquoi on l'appelle la mer de la mort. L'hélicoptère continuait de tanguer de gauche à droite pour éviter les ouragans et les diverses tempêtes, et Stan réalisa que ce que disaient les légendes était vrai, le plus puissant invocateur de la Terre contrôlait toutes les forces de mer nature en ce lieu. Et l'hélicoptère continua de se frayer un chemin vers les ouragans, jusqu'à ce qu'ils sortent des frontières de la mer de la mort et atteignent enfin la fournaise du diable. Ils découvrirent que c'était un groupe de petites îles, mais G remarqua qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'hélicoptère avec eux et demanda s'ils ressentaient la même chose. Soudain, Shadow apparut derrière lui et les attaqua, mais il utilisa le bouclier sacré pour bloquer son coup. Stan invoqua son robot et saisit G et leurs compagnons, et le robot continua de voler dans les airs et commença à attaquer Shadow avec leur capacité, mais elle disparut avant qu'ils ne puissent la toucher. Stan se cacha à l'intérieur du robot et tenta de lui tirer dessus avec son rayon de la mort, et ils essayèrent tous de l'attaquer avec leur capacité. Mais elle les esquiva facilement et continua de tirer sur le robot jusqu'à ce que Stan commence à en perdre le contrôle. Puis Crow apparut devant eux et dès qu'il le vit, G utilisa sa main pour invoquer la capacité du canon mystérieux et pensa pouvoir le toucher. Mais il fut surpris par un groupe de corbeaux enflammés se dirigeant vers eux et concentrant leur attaque sur le robot pour le faire tomber. Alors G leur dit de se diriger directement vers la fournaise après leur chute. Après cela, le robot atterrit sur une plage. Puis ils trouvèrent le chef des destructeurs avec tous les membres s'approchant d'eux. Mais ils furent tous surpris par l'apparition d'une fille aux cartes rouges, leur disant qu'ils venaient de briser 12 règles de l'île, et se présenta comme la gérante de l'île, Bonnie, et les avertirait pour la première fois. Flame leva son arme sur Bonnie et lui demanda si elle savait qui ils étaient, et Bonnie repoussa sa main, pointa un doigt sur son visage et lui dit qu'il se tenait maintenant sur l'une des îles de la fournaise du diable. Bonnie commença à leur énoncer les règles à suivre sur l'île. La première règle est qu'il n'y a pas de combat en dehors du ring, et l'île ne fera aucune discrimination entre riches ou pauvres, puissants ou ordinaires, et chacun doit respecter les règles. Puis elle alla voir le chef et lui dit que lui et ses partisans avaient déjà obtenu leur diplôme de la fournaise du diable, il n'était donc pas nécessaire qu'ils soient ici. Alors Shadow sortit son épée et la pointa sur Bonnie, mais le chef l'arrêta et lui dit qu'il devait pouvoir respecter Bonnie tant qu'ils étaient dans la fournaise du diable. Puis les destructeurs quittèrent l'île pour retrouver G et ses compagnons ailleurs.
Dora et Stan s'approchèrent d'elle et la remercièrent de leur avoir sauvé la vie, mais elle leur dit que ce n'était pas grand-chose et qu'elle les attendrait à la zone d'inscription et quitta les lieux rapidement. Jay et ses compagnons tentèrent de la suivre, mais ils échouèrent en raison de sa grande vitesse et restèrent perdus sur l'île, souffrant de la chaleur et de la fatigue. Jusqu'à ce qu'une personne à dos d'un grand caméléon apparaisse et se présente comme un marchand de l'île nommé Richard et leur offrit de les emmener n'importe où, et Jay accepta après avoir vu l'état pitoyable de ses amis. Après qu'ils furent remontés sur le dos du caméléon et continuèrent d'avancer, Richard leur demanda la cause de leur état et Dora lui dit qu'ils avaient été poursuivis et avaient failli mourir. Alors il leur dit qu'ils étaient venus au bon endroit où de nombreuses personnes recherchées ou condamnées à mort viennent chaque année se cacher. Dora lui dit qu'ils n'étaient pas des criminels, mais des gardiens de la Ligue de Justice. Richard lui dit qu'il n'y a ni bien ni mal dans la fournaise du diable et que tout ce qui compte ici, ce sont les lois. Et puis il commença à leur raconter la guerre entre les gardiens et les destructeurs qui s'était produite il y a longtemps. Afin de minimiser les dégâts, les deux parties négocièrent un cessez-le-feu et les anciens invocateurs s'unirent et construisirent l'île de la fournaise du diable loin du monde. Depuis lors, toute bataille est réglée pacifiquement selon les règles de l'arène et il est strictement interdit de se battre ou de faire preuve de violence en dehors de l'arène. Stan réalisa comment ils avaient réussi à échapper aux destructeurs, mais il était curieux de connaître ceux qui enfreignaient délibérément les règles. Richard lui dit que personne n'oserait enfreindre les règles car la fournaise du diable est un lieu sacré et quiconque le ferait s'attirerait l'inimitié des gardiens et des destructeurs. Quand ils atteignirent le centre de l'île, ils furent impressionnés par sa vaste taille et sa splendeur et ils trouvèrent plusieurs lieux et services. Puis ils se dirigèrent vers l'entrée de la fournaise du diable et trouvèrent une personne debout à un bar qui les attendait. Puis Richard descendit du dos du caméléon et leur demanda de faire une pause. Ensuite, il s'approcha du propriétaire du bar et lui murmura d'apporter de bonnes boissons. Richard leur demanda s'ils ressentaient autre chose à son sujet et ils découvrirent que leurs blessures avaient guéri. Il dit « C'est la meilleure eau de source médicinale de la fournaise du diable ». Stan demanda au barman 2 bouteilles supplémentaires. Richard rit sournoisement car il ne leur avait pas dit qu'ils en deviendraient dépendants s'ils en buvaient trop. Mais il les laissa boire autant qu'ils voulaient, puis demanda l'addition au propriétaire du bar et celui-ci leur dit que le total pour les boissons était de 230 000 $. Richard lui dit que leurs boissons seraient pour lui cette fois-ci et qu'il lui demanderait de lui rendre la pareille plus tard, puis ils continuèrent leur chemin à l'intérieur de l'île jusqu'à atteindre la cité de la fournaise. Richard commença à leur parler de la ville et qu'elle est connue sous le nom de Cité des Perdants car tous ses habitants sont ceux qui ont perdu dans la fournaise du diable et qu'actuellement il y a des réductions sur tous les produits en plus d'obtenir de l'eau et du pain gratuit après chaque achat. Stan était fasciné par tout ce qu'il voyait autour de lui et photographiait tout sur son passage jusqu'à ce qu'il tombe sur un magasin de vêtements sur leur chemin. Jay pensa à acheter des vêtements, mais Richard lui dit que ce magasin avait des articles de mauvaise qualité et lui conseilla de vérifier le marché noir. Quand ils arrivèrent au marché noir, ils y trouvèrent les meilleurs vêtements et commencèrent à vérifier les types de vêtements à l'intérieur, puis achetèrent les vêtements qui leur convenaient. Richard leur dit qu'il leur ferait une réduction, puis murmura au propriétaire du magasin qu'ils étaient de nouveaux arrivants et lui demanda d'apporter les bonnes marchandises. Après cela, ils continuèrent leur chemin à travers la ville et ils pensèrent tous que Richard était une bonne personne car ils payaient tout ce qu'ils achetaient et ils continuèrent à marcher jusqu'à atteindre le hall d'inscription. Et après leur arrivée, ils descendirent du caméléon et continuèrent le reste du chemin à pied. Et au bout du chemin, j'ai vu la statue du traité de paix entre les gardiens et les destructeurs au-dessus du portail d'entrée. Quand ils entrèrent dans l'arène, ils trouvèrent un grand nombre d'invocateurs. Bonnie accueillait tout le monde sur scène et ils réagissaient tous à ses paroles enthousiastes. Puis elle leur dit qu'ils devaient passer par l'une des 4 portes pour s'inscrire à la compétition de cette année. Quand ils allèrent à la porte, le garde leur dit que le coût de l'inscription était de 2 millions de $ qui devaient être payés à l'avance. Jay et ses amis furent choqués par le montant, mais Stan paya l'argent et put passer. Et quand Dora l'interrogea sur la source de l'argent, il lui dit qu'il avait piraté les comptes bancaires de personnalités importantes au Mexique. Puis un grand homme s'approcha de Jay, Dora et Maou et leur dit de faire la queue à l'autre porte s'ils n'avaient pas l'argent. Quand ils allèrent à l'autre porte, ils trouvèrent que les exigences pour la traversée étaient des chameaux. Alors Dora se transforma en sa forme originale et put passer avec J. Quand Miaou tenta d'entrer, le garde la refusa et lui dit de faire la queue à la 3e porte. Miaou alla à la 3e porte où les concurrents passaient après avoir passé le test du compteur de puissance. Miaou utilisa le pouvoir de l'ours pour réussir le test et détruire une partie de la porte. Et après qu'ils se furent tous rencontrés à l'intérieur, ils furent surpris par la présence de Richard. Quand ils lui demandèrent comment il était entré dans le hall, il leur dit qu'il était entré par la 4e porte où les concurrents passent en fonction de leur réputation et peuvent passer les politiciens, les célébrités et les aristocrates. Puis Stan fut surpris de voir quelqu'un qu'il croyait mort. Alors Richard lui dit que beaucoup de gens simulaient de leur mort avant de s'inscrire au test pour s'assurer de ne pas être ciblés. Quand Dora lui demanda dans quelle catégorie il se trouvait, il répondit qu'il était une célébrité, pensant qu'il était un criminel célèbre dans la ville et l'une des 10 personnes les plus recherchées au monde. Mayao décrivit la fournaise du diable comme un endroit de mauvais goût en raison des critères sur lesquels il choisissait les concurrents. Puis Bonnie apparut d'une des portes et leur demanda de la rejoindre car ils allaient commencer leur voyage vers la première station de la compétition.
Alors ils se tinrent tous avec elle dans l'ascenseur et Bonnie leur montra l'arène de la fournaise du diable qui se compose de 100 étages et l'arène de compétition se compose des étages 1 à 20 et cela devient plus difficile à mesure qu'ils descendent mais la récompense est également plus grande. Richard entendit l'un des concurrents parler de la façon dont le plus loin qu'il pouvait aller était les 3e et 5e étages. Richard leur dit qu'il avait participé à 5 éditions précédentes et le plus loin qu'il avait pu aller était le 9e étage. Jay et ses amis furent surpris que le parcours soit si difficile, mais Dora s'enthousiasma et dit qu'elle serait capable d'atteindre le 100e étage avec facilité et les concurrents rirent autour d'elle. Pendant que Jay pensait à l'étage où il rencontrerait son père, Bonnie leur dit qu'il y a un point de contrôle après chaque 10 étages et si quelqu'un échoue, il devra recommencer depuis le dernier point de contrôle atteint. Elle leur dit ensuite qu'il y a un hôtel de luxe gratuit où les concurrents peuvent séjourner jusqu'à ce que la ronde d'élimination commence demain. Mio sent une odeur de barbecue et réalise qu'il y a un restaurant dans cet hôtel et ils se dirigent là tous pour manger. Richard s'assit avec l'un des concurrents et l'un d'eux se moquait des novices qui étaient allés manger à l'hôtel car les tests avaient déjà commencé lorsqu'ils étaient entrés au point de contrôle puisque le chef de cet étage est le meilleur maître des pièges du monde. Richard se souvint que le maître des pièges avait une fois empoisonné la nourriture et fait abandonner des centaines de concurrents à cause de problèmes d'estomac. Et il se souvint d'un concurrent cachant plusieurs sangsues géantes dans les salles de bain. À ce moment-là, Jay et ses amis profitaient de leur temps dans la piscine. Dora fut surprise qu'il soit assis dans la piscine sans changer de vêtements. Il eut honte et lui dit qu'il n'avait pas l'habitude de se baigner avec d'autres auparavant et qu'il était encore un adolescent. Puis Bonnie apparut à nouveau via l'écran de projection et montra les moments forts de l'arène de cette saison. Et la photo d'Anna apparut comme la meilleure joueuse de la compétition avec sa boule verte d'esprit végétal. Et ils furent surpris qu'elle participe à cette édition. Mais ils en furent heureux. Jay leur dit qu'elle avait beaucoup progressé et qu'ils devraient travailler dur pour la rattraper. Ils sortirent de la piscine après s'être sentis motivés par la compétition et allèrent dans leur chambre se reposer avant le match de demain. Pendant ce temps, les concurrents vétérans observaient leur comportement car ils se méfiaient de tout ce qui les entourait à cause du chef des pièges. Pendant que Jay et Dora dormaient paisiblement dans leur chambre, les murs de celle-ci commencèrent à s'estomper. À son réveil, Jay découvrit que la porte et les fenêtres étaient scellées, des armes cachées apparurent et le mur derrière lui bougea, laissant surgir des lames acérées. Réalisant qu'ils étaient piégés, Dora tenta de détruire la porte avec ses armes, mais elle ne put l'endommager et ses armes magiques se brisèrent. Jay comprit alors que toute la pièce était un piège très spécial. Dora essaya d'attaquer les armes acérées qui sortirent des murs et s'approchait d'eux, mais en vain. Jay chercha une solution, puis demanda à Dora d'invoquer une clé passe-partout. Il réussit à déverrouiller la porte et ils s'échappèrent juste avant que les lames ne les déchirent. Une fois dans le couloir, ils réalisèrent que toutes les chambres avaient été attaquées de la même manière. Ils se précipitèrent alors à la recherche de Meow et Stan. Arrivés devant la chambre de Meow, ils furent surpris de voir un cafard géant surgir sous la porte, manquant de peu la tête de Jay, mais il s'avéra que c'était Meow, tentant d'échapper au piège de sa chambre. Ils trouvèrent ensuite de nombreux coureurs autour d'eux, ayant réussi à sortir de leur pièce. Quand elle les interrogea sur Stan, ils furent étonnés de constater qu'il n'était pas encore sorti. En s'approchant de sa chambre, ils virent du sang sur le sol et crurent qu'il était mort. Mais ils furent surpris quand il apparut d'une bouche d'aération, leur expliquant qu'il avait dû ramper à l'intérieur pendant une demi-journée pour atteindre le hall. Ensuite, tous les concurrents survivants se rassemblèrent dans le hall et entendirent quelqu'un leur parler par les haut-parleurs. Il se présenta comme le maître des pièges du premier étage du four et annonça que le premier tour des éliminatoires commençait maintenant sans aucune règle. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était gagner et pour cela, ils devaient quitter l'hôtel vivant. Puis, à leur grande surprise, l'hôtel commença à s'effondrer progressivement et tous se mirent à fuir. Pendant ce temps, Jay et ses amis continuaient de courir, évitant les pièges sur leur chemin jusqu'à atteindre le hall. Puis le sol explosa devant eux et Jay fut choqué en voyant l'énorme cratère laissé par l'explosion. Alors qu'il tentait d'échapper à l'effondrement, Stan ne put éviter le gouffre et faillit tomber dans les flammes, mais Dora se retourna, utilisa ses ailes pour le rattraper et fut rejointe par plusieurs autres concurrents. Angie sauva certains concurrents, dont Niao, et les maintint en vol. Pendant ce temps, le chef des pièges observait la situation depuis les moniteurs et se moquait d'eux pour avoir sauvé les participants, car ils tomberaient inévitablement dans d'autres fosses plus tard. Il activa alors davantage de pièges dans tout l'hôtel. Tous les concurrents continuaient de courir partout. Quand Jay et ses amis atteignirent une porte, ils y trouvèrent des mots écrits. Ils pensèrent que les participants des éditions précédentes avaient laissé ces messages pour leurs successeurs, mais ils ne pouvaient faire confiance à rien à cause des pièges. Il décida de prendre un risque et de défoncer la porte. Une fois celle-ci brisée, ils trouvèrent tous les concurrents survivants dans un grand couloir avec le chef des pièges au centre qui commença à applaudir et à les féliciter d'avoir réussi l'épreuve du premier étage, se présentant comme Reynald. Il leur annonça ensuite que 30 personnes avaient réussi l'épreuve, 49 étaient blessés et 13 étaient mortes. Certains, en colère, l'attaquèrent, mais il utilisa le dispositif de piège sur son dos et les immobilisa, à la stupéfaction générale. Il dit ensuite aux autres qu'ils pouvaient faire tout leur possible pour l'éliminer, car sa mort n'était pas contraire aux règles. Il apporta ensuite des coffres au trésor en bois à chaque concurrent en récompense de leur réussite. Quand Jay et Dora ouvrirent le leur, ils y trouvèrent 3 éclats de cristal et une bague. Meowu découvrit que son prix était de $30 000 et un demi-diamant brut. Richard, lui, reçut une paire de chaussures dépareillées.
Stan hésitait à ouvrir sa boîte, mais finit par le faire et fut surpris d'y trouver des armes et des bombes. Reynolds leur annonça ensuite que l'un d'eux avait gagné le grand prix, un ticket pour le 2e étage. Puis il fit exploser la boîte de Stan, les envoyant tous au 2e étage, après leur avoir dit au revoir. Une fois arrivés, ils trouvèrent l'endroit très sombre et furent surpris quand une fille avec une lampe de poche apparut soudainement devant eux, les accueillant au 2e étage du four du diable. Il s'avéra que c'était Bonnie qui essayait de les effrayer. Elle leur dit de ne pas s'inquiéter, qu'il n'y aurait que du fair-play à cet étage et qu'elle était la patronne du 2e niveau. Elle alluma toutes les lumières et leur annonça que la prochaine épreuve serait une course. Ils réalisèrent alors qu'ils se tenaient sur une piste de course géante. Bonnie leur expliqua qu'il n'y avait aucune restriction dans les règles et qu'ils devaient faire 20 tours de piste. Les 15 premiers à franchir la ligne d'arrivée gagneraient. Elle leur accorda 5 minutes pour s'échauffer et la course commencerait immédiatement. Les coureurs commencèrent à s'échauffer avant le départ, tandis que Jay réfléchissait encore. Il demanda ensuite à Stan comment il allait s'en sortir dans cette course, puisqu'il n'y avait ni voiture, ni avion. Stan lui répondit qu'il essaierait d'inventer quelque chose pour arriver premier. À ce moment-là, Richard et les coureurs vétérans observaient Jay et ses amis parler de la course avec arrogance, confiants de pouvoir gagner grâce à leur expérience. L'un d'eux déclara qu'ils avaient préparé des armes secrètes, des vélos et des chaussures de vitesse. Puis Bonnie leur annonça au haut-parleur de tenir leur position car la course était sur le point de commencer. Dès que Bonnie tira le coup de départ, ils se mirent tous à courir et Miao était très confiante grâce à sa super vitesse. Pendant ce temps, le chef des Terminators et l'un de ses hommes de main sont au sommet de la tour de leur quartier général. Le chef décide de réveiller l'un de ses dangereux invocateurs et prévoit de l'envoyer au four du diable pour cibler Jay et ses compagnons. Au début de la course au four du diable, Miao fonce à toute vitesse sous sa forme de guépard, accompagné d'un écureuil ninja volant. Pendant ce temps, Jay et Dora volent dans les airs et se rapprochent de Miao et de l'écureuil. Parmi les coureurs se trouvait Hunter Togashi, le créateur de Hunter X Manga, qui fut repéré par Bonnie diffusant la course via le haut-parleur et les caméras de projection. Réalisant qu'il n'y avait pas d'échappatoire face aux fans, il utilisa certains de ses stylos pour dessiner des lignes de vitesse afin de s'accélérer. Puis, à la surprise générale, Stan prit de l'avance dans la course après avoir conçu une fusée pour rattraper les 5 premières places. Il réussit à dépasser la vitesse de Mew, leur expliquant que c'était une fusée à moyenne portée. À mesure que la course avançait, j'ai senti que quelque chose de grave allait se produire. Les coureurs vétérans réalisèrent qu'ils devaient ralentir les autres pour gagner, plutôt que d'essayer d'égaler leur vitesse. L'un d'eux utilisa son arme et visa les outils des leaders, les faisant trébucher, y compris Richard. Quand il s'approcha de l'un d'eux, il se demanda ce qu'il avait fait après avoir cru qu'ils étaient entamis. Il lui dit qu'il n'y avait pas d'amis sur la piste du four du diable, puis il vit Jay et Dora voler au-dessus d'eux. Alors il tira 6 balles de son arme sur eux. Dora fut surprise que les balles les suivent dans toutes les directions. Alors Jay décida de retourner vers le coureur avec les balles pour qu'elle le touche lui. Pendant ce temps, Angelo, le chef du poison, libéra un nuage de poison en hauteur, au centre de la piste, rendant la respiration difficile aux autres concurrents. Et quand Neo s'approcha de lui, elle utilisa sa forme de serpent pour l'attaquer. Angelo fut indemne de son attaque et lui dit qu'elle ne pouvait pas pénétrer l'air. Elle lui répondit qu'elle avait trouvé un nouvel ami capable de gérer le vent et un écureuil ninja apparut, utilisant la technique de la tornade pour aspirer Angelo et dissiper l'effet de son nuage de poison. Pendant ce temps, l'un des coureurs utilisait ses épées, les balançant à travers la piste pour empêcher les autres de passer. Stan observait la situation sur son téléphone, alors il décida de les aider et tira sa fusée sur l'épéiste. Mais il fut surpris de voir que l'épéiste réussit à détruire sa fusée. Il se dirigea ensuite vers Stan pour l'attaquer, mais Togashi le sauva au dernier moment en bloquant le coup de l'épéiste avec son stylo. Il lui dit que l'amitié et le travail acharné étaient plus important que la victoire, puis commença à attaquer l'épéiste avec ses mots magiques, utilisant ensuite le pouvoir de la foudre en collant l'un de ses dessins de manga sur le corps de l'épéiste, et l'acheva avec un coup de grâce d'encre, après avoir formé une certaine lettre devant lui et l'avoir fait briller jusqu'à ce qu'il déchire l'épéiste en morceaux. Après cela, ses amis allèrent le voir et il leur dit que Togashi l'avait sauvé de l'épéiste et lui demanda un autographe. Puis Bonnie apparut devant eux et leur annonça que plus de 15 concurrents avaient été éliminés, ce qui signifiait qu'ils devaient atteindre l'objectif pour que le reste des participants soit officiellement déclaré vainqueur. Tous se sentirent excités et décidèrent de se disputer la première place. Quelques jours plus tard, Flamme et Ombre s'affrontaient au quartier général des Destructeurs, échangeant des attaques et utilisant toutes leurs capacités à l'entraînement, tandis qu'une fille aux cheveux blancs les observait. Elle leur demanda d'arrêter, ennuyée par l'idée qu'ils se battaient juste pour passer le temps. Flamme demanda pourquoi le chef ne les laissait pas attaquer le four du diable. La fille leur répondit qu'elle s'était faufilée dans le four du diable la nuit où Bonnie les avait expulsés. Mais elle n'avait pas pu entrer dans l'arène, alors elle avait flâné dans les marchés nocturnes de Furnace City, acheté quelques souvenirs, puis était partie. Frustrée par son récit, Flamme et Ombre invoquèrent les objets qu'elle avait achetés, y compris une anti-télévision. Mais Flamme n'était pas d'humeur à regarder la télé.
Alors la fille s'approcha et l'alluma pour découvrir Bonnie diffusant un récapitulatif des matchs de l'arène de la semaine passée. Elle annonça que Mao avait remporté la première place de la course du deuxième étage, avec G et Dora en deuxième position à une demi-seconde et Togashi en troisième. Flamme et Ombre étaient furieux. Bonnie poursuivit en disant que G avait réussi à gagner la première place du concours de cuisine dans l'arène du troisième étage grâce à ses grandes compétences et sa spécialisation en Raymond, auxquelles ses concurrents n'avaient pu résister. Pendant ce temps, Miyawi avait utilisé sa capacité de découpe pour préparer une grande assiette de fruits et Stan avait invoqué son robot pour faire un sundae à la crème glacée. Une fois le concours de cuisine terminé, les concurrents passèrent au quatrième étage, le concours de chant karaoké. Une rockstar de death metal joua le Requiem de l'enfer, forçant tous les concurrents à se boucher les oreilles, très mal à l'aise. Puis Flamme tira sur la télévision en regardant les nouvelles, enragé que Jay et ses amis profitent de leur temps dans le four du diable alors qu'eux n'osaient pas y mettre les pieds. Le chef et son acolyte se joignirent à la conversation et leur dirent qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient s'empêcher de penser à G et au four du diable. L'acolyte leur rappela qu'il n'y était jamais allé et suggéra au chef de leur accorder une semaine de vacances. Le chef accepta et leur annonça qu'un nouvel ami les rejoindrait. Puis le nouvel invocateur apparut et le chef leur dit de prévenir G quand il le rencontrerait là-bas, qu'il lui avait apporté à lui et à ses amis un cadeau très spécial. Le lendemain, au four du diable, Bonnie expliqua le déroulement de la compétition aux juges et leur annonça que 15 concurrents avaient atteint le 5e étage, dont le nain Goding, le marchand Richard, l'écureuil ninja volant, Togashi, le couple Jiang Zeming, Lei Zhangzhao, le grand Frankenstein et son fils, Obi Pipe, Rouge à lèvres diabolique, Poison Angelo, la momie, à TMG, Dora, Meow et Stan. Elle leur dit ensuite que plus de la moitié des concurrents éliminés s'étaient réinscrits et commenceraient par leur parcours depuis le premier étage. Un membre du comité demanda à voir la situation autour de tout le four du diable, alors elle leur montra le modèle de distribution des concurrents et l'un des membres déclara que tout se déroulait comme prévu. Puis Bonnie leur annonça qu'il y avait eu 106 fluctuations d'énergie élevées dans toutes les compétitions et qu'elle avait pu collecter 30 000 tonnes d'énergie spirituelle. Le juge lui demanda d'activer le programme de sacrifice et quand Bonnie lui demanda où elle allait, il lui dit de descendre de 100 étages dans le four. Quand Bonnie arriva à l'endroit requis, elle entra dans une pièce imprégnée d'énergie spirituelle, puis se dirigea vers le corps enchaîné et bandé d'une déesse nommée Pandore, la source de tous les esprits. Puis Bonnie ouvrit un cercle magique au sol et lui demanda d'accepter les sacrifices de ses enfants avant d'introduire l'énergie spirituelle collectée au centre du cercle dans le but de tenter de la réveiller de son long sommeil et d'atteindre l'objectif caché de la compétition du four du diable.